J'avais plusieurs choix d'exposer sur ce thème incertitude. J'ai pensé à un moment vous parler de probabilité. Comment est-ce qu'on peut calculer avec ce qu'on ne sait pas? J'aurais pu vous parler de quelque chose qui est plus proche de mes activités mathématiques courantes, qui est la théorie de Galois, comment distinguer les racines de solutions polynomiales. Dans les thèmes qui m'ont amusé récemment, il y a plein d'histoires liées à la physique, liées à la théorie du signal, au MP3, etc., sur la théorie de l'information. Mais j'ai préféré vous parler de quelque chose de plus terre à terre, en pensant que ça parlerait aussi à celles de ceux d'entre vous qui se rappellent de leur prof de maths assénant quelques vérités et en tant qu'élève en face en se demandant mais pourquoi est-ce que c'est vrai, ou après tout, après avoir écrit quelque chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai bon, comme disent souvent les étudiants? Et cette question de savoir si un mathématicien a bon, c'est une question assez ancienne et on va en parler pendant 40 minutes à peu près. Donc ça va presque être un exposé de philosophie des sciences. Et alors, il y a un plan en 3 parties, il y aura 3 sous-parties à chaque fois. Là d'abord, je vais essayer de réfléchir à ce que sont les mathématiques et ce que font les mathématiciens et aussi les mathématiciennes. Il n'y en a pas assez dans notre milieu, mais il faut y penser aussi. Le point de départ que je vais prendre pour aujourd'hui, c'est ce texte de Galilée, L'Essayeur. C'est un texte qui a tout à fait sa place dans un festival d'astronomie. C'est une réponse à un texte une réponse à un texte sur les comètes. Et dans ce texte, Galilée dit à un interlocuteur pas imaginaire, mais qui était son contradicteur, et il l'appelle Seigneur Sarsi, qui n'est pas son vrai nom. Il dit qu'il croit déceler chez Sarsi la ferme conviction qu'en philosophie, il est nécessaire de s'appuyer sur l'opinion d'un auteur célèbre, et que notre pensée, si elle n'épouse pas le discours d'un autre, doit rester inféconde et stérile. Peut-être croit-il que la philosophie est l'œuvre de la fantaisie d'un homme, comme l'Iliade et le Roland furieux, où la vérité de ce qui est écrit est la chose la moins importante. Il n'en est pas ainsi, Signor Sarsi. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux. Je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique pas d'abord à en comprendre la langue et à en connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Et toutes les minutes qui viennent vont être consacrées à essayer de comprendre ce que sont ces figures géométriques, ces triangles et ces cercles. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il nous reste ce livre d'Euclide. À droite, vous avez la reproduction de la première page de la première édition imprimée en 1482 à Venise. Enfin, la seconde page, je pourrais dire, la page de gauche, est une page en lettres d'or absolument sublime. Et dans ce livre d'Euclide, il est question, dès les premiers mots, on ne peut pas les voir très bien ici, mais le P, l'illuminure en P, c'est la première lettre de punctus. Donc le point, est-ce qu'il n'a pas d'épaisseur, c'est la première phrase, et la ligne droite est indéfinie, c'est les 3 lignes suivantes. Donc dans ce livre, dès la première ligne, il est question de points, de droite, de cercle. Il est question de longueur, il est question d'air. Et puis au bout de quelques livres, enfin au bout de pas mal de pages, il est question de nombres entiers, de nombres premiers, d'arithmétique. Il est question de nombres rationnels, de nombres irrationnels, qui sont assez étranges. C'est les nombres qu'on ne peut pas écrire comme des fractions. Et il est aussi question de polyèdres réguliers, le plus simple d'entre eux étant le D, et le plus compliqué peut-être l'icosaèdre avec ses 20 faces régulières. Le texte d'Euclide a une forme qui reste familière pour les mathématiciens d'aujourd'hui. Et vous avez peut-être que ce vocabulaire ne vous est pas étranger. Il y a des axiomes qui sont des concepts ou des énoncés considérés comme évidents, sur lesquels on ne reviendra pas
Ces axiomes sont là dès les premières pages. Et puis, ensuite, il y a toute une série d'énoncés auxquels Euclide donne éventuellement des surnoms. Donc, il y a des constructions, des propositions, des théorèmes. Le mot théorème, je ne crois pas qu'il apparaisse tel quel, mais le mot lemme ou le mot corollaire, qui est une conséquence d'un théorème, apparaît explicitement. Et ces énoncés sont toujours mis en page de façon particulière. Je ne crois pas, non. Je ne pense pas qu'on en voit sur la première page. Non, c'est dommage. Mais donc, ils sont toujours écrits dans les impressions et même dans le texte grec qui a été retrouvé à la Bibliothèque Vaticane. Ils sont un peu mis en page de façon particulière. On voit bien qu'on a affaire à quelque chose de spécial. Dans la typographie mathématique contemporaine, ils sont toujours écrits en caractères italiques. Et ces énoncés sont là. Et suite à cet énoncé, il y a toujours un texte qui est de nature argumentative, qui vise à garantir que ce qui était écrit est juste. C'est ce qu'on pourrait appeler sa démonstration, et qui, chez Euclide, se termine quasiment toujours par ces trois mots, opere deixai, et en français on dirait CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est rien que ce CQFD qui pourrait être une interjection classique si vous vouliez terminer une joute oratoire avec quelqu'un pour montrer que vous avez fini et qu'il n'y a plus rien à revenir. Ça date déjà d'Euclide. Et puis, dans l'activité du mathématicien, il y a un certain nombre de choses que j'ai énoncées verticalement et que je ne vais pas définir ici, ce n'est pas le lieu, qu'on pourrait voir comme des généralisations ou bien des idéalisations. À partir des nombres entiers, on peut comprendre d'autres nombres, comme les nombres imaginaires ou les nombres complexes, on les appelle un peu comme on veut. Ils sont ni imaginaires ni complexes pour un mathématicien contemporain, mais ils sont apparus comme tels au XVIe siècle, lorsque les mathématiciens ont voulu résoudre les équations polynomiales du 3e et du 4e degré. Et en faisant ça, ils sont arrivés à écrire des formules, c'est des formules qu'on appelle formules de Cardan. Et ces formules, par quelque chose d'assez surprenant qui s'appelle en latin casus irreductibilis, fait que lorsque les racines sont trois nombres honnêtes, les calculs que vous êtes obligé de faire au milieu vont forcément faire apparaître des racines carrées de nombres négatifs. Donc voilà une partie des premières généralisations que les mathématiciens ont dû créer pour arriver à donner un sens à leurs formules. Et puis il y a eu d'autres généralisations, les quaternions, au XIXe siècle des géométries non euclidiennes. Donc euclidienne fait référence à Euclide et en particulier à l'axiome des parallèles d'Euclide. Et une grande activité était de savoir si cet axiome des parallèles devait être présent dans le texte ou si on pouvait s'en passer. Et il a fallu le XIXe siècle et l'utilisation des nombres imaginaires pour comprendre que ces géométries non euclidiennes existaient et avaient droit de citer. Et puis j'ai mis l'algèbre moderne ici, bien qu'elle se soit construite dans tous ces intervalles entre le XVIe siècle, le début de l'algèbre avec Simon Stevin, et puis le début du XXe siècle, disons. Et puis des mathématiques qui datent plutôt de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, ou même oui, celle-là, disons, la notion de catégorie, les géométries non commutatives d'Alain Cohn, les spectres en tout genre, et le mot topos aussi, qui a été inventé à la fois par les logiciens et les mathématiciens. Donc je vois toutes ces choses-là comme des généralisations, des points, des droites, des figures, des objets avec lesquels les mathématiciens, au cours des siècles, des millénaires même, ont réussi à s'habituer. Et puis, la crise ne date pas d'il y a quelques années. Il y a une crise fondamentale au XIXe et début du XXe siècle, jusqu'à en fait 1960, j'aurais pu dire, qui intervient. Et cette crise, c'est le premier moment d'incertitude en mathématiques. Il se passe qu'en maths, il y avait une quantité de paradoxes. Et ça, c'est très évident lorsqu'on se prétend être capable de raisonner rigoureusement, d'arriver à quelque chose qui n'a pas de sens. Galilée avait un argument intéressant concernant l'adverbe autant.
Galilée disait, si on prend les entiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc., et qu'à l'intérieur de ces entiers, on regarde les carrés, donc 1, 4 qui est 2 au carré, 9 qui est 3 au carré, ben, les carrés ratent la plupart des nombres entiers. Et pourtant, il y a le carré de 1, il y a le carré de 2, il y a le carré de 3. On peut énumérer les carrés de la même façon qu'on peut énumérer les entiers. Et donc on a l'impression à la fois qu'il y a autant de carrés que de non-carrés, ou que d'entiers, et par un autre aspect, il y a beaucoup moins de carrés que de nombres entiers. Et on a là un paradoxe qui indique que parler de l'infini va être compliqué. Un autre exemple, c'est cette trompette de Gabriel, inventée par le physicien Torricelli, qui a une bête surface de révolution. Vous prenez une hyperbole et vous la faites tourner autour de l'asymptote et vous obtenez cette espèce de trompette. Cette surface de révolution est de surface infinie. Ça signifie que si on utilise le calcul infinitésimal pour calculer sa surface, on obtient un nombre infini. Et d'un autre côté, le volume à l'intérieur de la surface est fini. Pourquoi c'est paradoxal? C'est que si vous vouliez peindre cette trompette, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un pot de peinture et vous le videz dans la trompette. Et vous avez rempli votre trompette de peinture et pourtant, vous aviez eu en tête que puisqu'elle avait une surface infinie, vous ne pourriez pas la peindre. Donc on a un problème, une sorte de paradoxe. Et au milieu du XIXe siècle, des mathématiciens comme Bolzano recommandent d'oublier entièrement les notions intuitives de mouvement, de temps, etc., et de les évacuer entièrement du monde mathématique. Alors que, repensons à Euclide, tout le livre d'Euclide est inscrit dans une vision intuitive des mathématiques. Il y a des surfaces, et le fait qu'un triangle ait une surface, et que la surface de deux figures, quand vous les mettez côte à côte, c'est la somme des surfaces, n'est pas censé poser de problème. Et le fait que quand vous bougez une figure, la surface ne change pas, ce n'est pas censé poser de problème. C'est en fondant l'analyse que ces choses-là sont parvenues. Donc vous avez au XVIIe siècle toute une fondation théorique et calculatoire du calcul différentiel et intégral. J'ai cité, en général on cite Fermat, Newton et Leibniz. Et puis, une fois que tout ceci existe, on obtient des objets bizarres. Dans le calcul différentiel, la première chose qu'on essaie de définir, c'est la dérivée. Et la dérivée, ce qui est essentiellement la vitesse à laquelle vous évoluez. Plus la dérivée est grande, plus vous montez vite, plus la dérivée est petite, et moins vous montez vite. Et Peano, qui est un des grands mathématiciens de tout le XXe siècle, il n'était pas mathématicien, logicien, etc., a inventé cette courbe étrange. Alors, c'est une courbe qu'on ne fabrique pas en une seule étape, il faut une infinité d'étapes pour la fabriquer. Et alors, si je trouve comment on pointe, je vais pointer. Ouais, comme ça. Donc, la première étape, c'est que vous allez d'ici jusque-là, tout droit. La deuxième étape, c'est que vous coupez en 3 morceaux le temps de 0 à 1, et puis vous allez aller un peu plus haut pendant le premier tiers, vous allez redescendre un peu plus bas, et puis ensuite finir le trajet tout droit. La troisième étape, c'est celle qui est en vert invisible, là, presque. Vous allez refaire sur ce morceau-là, le premier tiers, le même principe que ce que vous aviez fait avant. C'est-à-dire que vous allez monter plus haut pendant un tiers du temps, redescendre plus bas pendant un tiers, et puis remonter. Et puis, dans ce deuxième tiers, on refait la même chose. Cette fois-ci, il faut globalement descendre. Donc on commence par descendre trop bas, on remonte et on redescend. Et puis là, pareil. Et puis, vous recommencez à la quatrième étape que je n'ai pas tracée. Et j'ai dû tracer la 10e étape à peu près. Et vous obtenez cette courbe violette très bizarre. Aujourd'hui, on prononcerait le mot fractal. Et cette courbe a comme propriété de ne pas avoir de dérivée. C'est-à-dire qu'à aucun endroit de cette courbe, vous pouvez dire quelle est la vitesse. Si vous avez envie, en fait, à tout endroit, de dire qu'elle est plus l'infini, vous avez aussi envie de dire qu'elle est moins l'infini, enfin, ça ne marche plus du tout. Et ça, c'était quand même un problème, parce que vous avez une courbe auquel Peano, par le raisonnement et une définition, donne un sens tout à fait légitime, et l'intuition initiale qui était que toute courbe devait avoir une dérivée s'effondre. Et Charles Hermite, qui était un des grands mathématiciens du 19e, prononce cette phrase extraordinaire: « Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions qui n'ont pas de dérivée. » Ce
Ce qui est très étrange, c'est-à-dire que vous avez un mathématicien qui fait ce dessin-là, d'ailleurs c'est 1820 à peu près, et puis 70 ans après, il y a une espèce de refus, on cache ses yeux et on ne veut pas en savoir plus de ces objets-là. Ça ne pouvait pas tout à fait durer, c'est-à-dire que si votre raisonnement vous conduit à définir des objets, il y a bien un moment où il va falloir accepter de les regarder droit dans les yeux et d'en parler avec un peu de sérieux. Et le domaine où, enfin le mathématicien qui a, enfin, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont aidé à ce changement de point de vue, essentiellement en Allemagne, il s'appelle Dedekind, il s'appelle Cantor notamment, et Cantor, par exemple, était un analyste qui s'intéressait à des questions de séries de Fourier, et au cours de ses travaux, qui sont très très beaux, il est arrivé à se demander et à essayer de donner un sens précis à lorsque j'ai deux ensembles, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'éléments? Parce que j'ai écrit la taille entre guillemets. Et en langage mathématique, on dirait qu'il y a une bijection entre les deux ensembles et une correspondance biunivoque dans la langue du début du XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez un moyen de prendre un élément du premier ensemble, de lui associer un élément du deuxième ensemble, et que deux éléments de l'ensemble d'arrivée, vous avez étiqueté chaque ensemble de l'ensemble d'arrivée, et vous n'avez jamais étiqueté deux éléments de l'ensemble de départ par la même étiquette. Donc c'est une façon de faire, vous avez deux troupeaux de chèvres et de moutons, et vous mettez en correspondance une chèvre avec un mouton, et jamais deux moutons avec une chèvre. Et si vous pouvez le faire, vous dites qu'ils ont le même nombre d'éléments. En faisant ça, Cantor découvre toute une espèce d'arithmétique, c'est-à-dire que c'est 5 qui pourrait être le fait d'avoir 5 chèvres ou 5 moutons ou 5 billes. On peut compter avec 5 en disant que, de la même façon qu'on peut compter avec les ensembles infinis, ou dans l'autre sens. Et donc il y a toute une arithmétique transfinie qui a posé quelques problèmes philosophiques de savoir, c'était quand même assez extraordinaire qu'on puisse manipuler l'infini comme si c'était un objet concret et naturel. Il y a plusieurs approches pour arriver à fonder toute cette histoire mathématique. Et celle qui a dominé dans les mathématiques du XXe siècle, c'est celle démarrée par le philosophe et logicien Bertrand Russell, qui a écrit un livre incroyable, à la fois par sa taille, parce que c'est 3 énormes volumes, et par son style. Il n'y a essentiellement que des formules. Il y a le mathématicien Zermelo qui a aussi joué un rôle très important. Et c'est une méthode de fondation qu'on peut appeler formaliste, au sens où elle oublie complètement ce que pourrait être l'idée de infini. On refuse tout rapport avec l'intuition. On manipule des symboles, et les seules choses qui sont explicitées, c'est ce qu'on peut faire avec les symboles. Alors le problème quand on fait des symboles, c'est qu'il y a des problèmes et des nouveaux paradoxes. C'est un extrait de la bande dessinée Logic Comics, où vous voyez Bertrand Russell découvrir, alors qu'il est en train d'expliquer ce que sont les ensembles, et que donc les ensembles sont une espèce d'objets mathématiques qui ont la possibilité d'avoir des éléments, et deux ensembles sont les mêmes si et seulement s'ils ont exactement les mêmes éléments. Et Russell, dans cette bande dessinée, en tout cas, explique que les ensembles, c'est un peu différent des oiseaux, parce que si vous prenez une collection d'oiseaux, vous avez une volière ou quelque chose comme ça, mais vous n'avez pas un oiseau. Tandis que dans les ensembles, vous pouvez mettre des ensembles à l'intérieur. Les ensembles peuvent être eux-mêmes des éléments d'autres ensembles. Et donc l'image qui est juste avant ce « about which we can well ask », Russell est en train de dire, on pourrait prendre l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Et donc il pose la question, et je trouve cette succession de dessins extraordinaire, comme elle montre la façon dont l'être humain, à un moment, conçoit qu'il y a un problème, et puis petit à petit le résout.
Et donc, allez, un tout petit peu de mathématiques en bas du transparent. Prenons cet ensemble que Russell a introduit, des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Donc les ensembles E tels que E n'appartiennent pas à E. Et la dichotomie est la suivante. Cet ensemble grand R, vous voyez ce que disait Russell, c'était à propos de cet ensemble, on peut se demander est-ce qu'il ne se compte, et puis il s'arrête. Bon, et on va se demander, est-ce que cet ensemble de Russell contient l'ensemble de Russell, oui ou non? Alors si l'ensemble de Russell appartient à l'ensemble de Russell, alors vu la définition de l'ensemble de Russell, c'est qu'il ne lui appartient pas. Il y a un problème. Mais si l'ensemble de Russell n'appartient pas à l'ensemble de Russell, comment on a lui défini cet ensemble de Russell comme celui qui contenait tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas, ça signifie que l'ensemble de Russell s'appartient à lui-même. Patatras. Et donc, la construction patiente, etc., d'une mathématique basée sur les symboles s'écroule complètement à ce moment-là. Et malgré tout, il y a un temps de consolidation. On comprend, en fait, on n'invalide pas du tout le procédé formaliste, mais on le précise, on comprend qu'il faut être un peu prudent sur ce qu'est un ensemble, et je devrais mettre des guillemets à « est », en tout cas ce qu'on peut faire avec eux. Et il y a un redépart tout à fait solide, et en 1929, le mathématicien autrichien Kurt Gödel, qui était tout jeune, il est né en 1906, donc c'est sa thèse, démontre ce qu'on appelle le théorème de complétude, qui en un certain sens nous dit que tout va bien, c'est-à-dire qu'il fait un lien précis entre la syntaxe, c'est-à-dire la manipulation complètement formelle de symboles, suivant des règles, et la sémantique, c'est-à-dire ce qui, au moins dans notre intuition, va être vrai ou faux. Ça, c'est 1929. 1930, vous avez cette adresse radiophonique du mathématicien allemand David Hilbert, qui se termine, c'est quelque chose qu'on peut entendre sur YouTube, et que je ferai peut-être entendre dans le fil noir si on a 4 minutes à passer, ou j'en passerai des extraits. C'est cette adresse téléphonique qui se termine par nous devons savoir et nous saurons. Et c'est lié à deux problèmes de Hilbert. Donc, l'une des questions qui a beaucoup agité les mathématiciens depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et Fermat en particulier, c'est la résolution d'équations diophantiennes, d'équations en nombre entier. Et en 1900, Hilbert pose la question, parmi 23 autres problèmes importants, est-ce qu'il y a, on va dire aujourd'hui, un algorithme, le mot est rentré dans le français courant depuis APB et d'autres choses comme ça, est-ce qu'il y a un algorithme, est-ce qu'il y a un moyen mécanique qui se fasse en un temps fini, qui permette de dire si une équation diophantienne, oui ou non, a des solutions. Et en 1928, il va beaucoup plus loin. Il dit, après tout, prenons un énoncé mathématique, prenons n'importe quel énoncé de théorème. Est-ce qu'il y a un procédé mécanique pour décider si oui ou non cet énoncé est vrai ou faux? Et d'où cette conférence en 1930 avec cette phrase « Wir müssen wissen, wir werden wissen ». Et hélas, j'allais dire, il y a des phénomènes absolument inévitables qui sont ce qu'on peut appeler, suivant sa chapelle. Si on est mathématicien, on parlera d'incomplétude. Si on est plutôt informaticien, on dira plutôt indécidabilité, qui sont inévitables. C'est-à-dire qu'avec ce jeu formaliste où on aligne des symboles et on dit ce qu'on a le droit à faire, il y aura de manière inévitable des énoncés dont vous ne pourrez pas démontrer qu'ils sont vrais et dont vous ne pourrez pas non plus démontrer qu'ils sont faux. Et ces énoncés-là, donc c'est une seconde source d'incertitude. Il y avait une première source d'incertitude qui était est-ce que le jeu mathématique qu'on fait a un sens ou est-ce qu'il aboutit à des contradictions? Là, c'est une autre forme d'incertitude. Vous avez mis des axiomes, une règle du jeu très précise, et malgré tout, vous ne pourrez pas savoir, pour certains énoncés, s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et parmi ces énoncés, il y en a qui sont très importants, il y en a qui étaient posés par Georges Cantor lui-même, comme l'hypothèse du continu,
Il y en a d'autres qui sont arrivés un peu plus tard, l'axiome du choix ou des choses comme ça. Et il n'y a rien à faire. Les règles du jeu qu'on s'est données au début ne permettent pas de décider de ces nouveaux théorèmes. Et vous pourriez dire, on n'a qu'à rajouter des règles, mais si on rajoute des règles, il y aura d'autres énoncés qui vont nous échapper encore, etc. Donc là, vous avez donc Gödel, Turing et Church. Les deux à droite sont plutôt dans je vais dire dans l'informatique, mais Church est le fondateur du lambda calcul. Alan Turing, en un certain sens, avec ce qu'on appelle des machines de Turing, est un des fondateurs d'une vision abstraite de ce que c'est qu'un ordinateur ou un algorithme. Et puis Gödel, c'est le même. C'est la même photo que tout à l'heure. Et ça, c'est 1931 pour Gödel et 1936 pour Turing et Church. En fait, 31, mais c'est presque 1930, c'est-à-dire que le jour où Gödel fait, je crois que c'était à Vienne, son exposé où il parle d'incomplétude, la veille, Hilbert faisait un exposé dans lequel il réinsistait que nous devons savoir et nous saurons. Alors, donc voilà, la crise de fondement et crise aussi un peu philosophique, c'est-à-dire que la solution formaliste adoptée pour résoudre ces problèmes de fondement, malgré tout, laissera des ambiguïtés. On peut dire ici, par exemple, pour évoquer des mathématiques très récentes, il y a quelques mois, des mathématiciens américains, je crois, je ne suis même pas sûr, ont étudié d'autres axiomes. Donc, pour essayer de comprendre ces nombres infinis, par exemple, il y a d'autres axiomes qui ont été introduits. Et donc, il y a tout un jeu de savoir si ces axiomes s'entraînent mutuellement, exactement comme on a fait pour les parallèles au XIXe siècle. Et donc, récemment, par exemple, on a des théorèmes qui sont assez compliqués à écrire et à plus forte raison à expliquer, mais qui laissent penser que l'hypothèse du continu de Cantor est fausse. Plus exactement, que le monde, il y a un monde mathématique assez raisonnable dans lequel on rajoute certains axiomes, et dans ce monde mathématique-là, qui est assez raisonnable, cette hypothèse du continu-là est fausse. Alors, pour finir l'exposé, je vais parler d'une crise de croissance, avec d'abord deux exemples de théorèmes inhumains, où les théorèmes ne sont pas du tout inhumains, mais leur démonstration est inhumaine. Le premier, c'est le théorème des 4 couleurs, qui dit que lorsque vous dessinez une carte sur une feuille de papier, avec des contours raisonnables, vous n'allez pas mettre des courbes fractales ou des choses comme ça sur le bord, vous faites une carte raisonnable, eh bien, vous pouvez toujours colorier cette carte en 4 couleurs, de sorte que 2 zones voisines soient coloriées dans des couleurs différentes. Donc là, vous avez un exemple. Est-ce qu'on voit bien les 4 couleurs? Oui. Ça, c'est 1852. 1879, vous avez une première démonstration. Puis j'ai mis un trait parce qu'en 1890, quelqu'un s'est remarqué que la démonstration en question ne tenait pas debout. C'est pas grave, parce qu'en 1880, il y avait une deuxième démonstration, mais il a fallu attendre 1891 pour qu'elle s'écroule aussi. Et la démonstration actuelle date de 1976, donc 124 ans après l'énoncé. Et cette démonstration est inhumaine parce qu'elle construit 1834 configurations de zones, etc., qu'il faut éviter. Il faut prouver que 1834 choses désagréables ne se produisent pas. Chacune d'entre elles doit être traitée à l'ordinateur parce que les calculs ne sont pas faisables à la main, donc il faut faire des programmes qui font ce calcul-là. Il y a 400 pages de microfiches. Et le livre qui présente la preuve, qui ne contient pas toutes les microfiches et les programmes, etc., fait quand même 760 pages. Ça, c'est un exemple. À peu près aux mêmes époques, il y a un autre exemple qui est la classification des groupes finis simples. Donc les groupes finis simples sont des espèces de briques fondamentales en théorie des groupes. Et ces groupes existent en 2 grandes séries. Il y a une série qui vient de la combinatoire, les groupes alternés, comme on dit. Il y a une série qui vient de la géométrie, que les spécialistes appellent les groupes classiques, des groupes linéaires et des variantes du groupe linéaire. Et puis, il y a 26 objets qui s'appellent les groupes sporadiques. Il y en a 26 qui ont été découverts les uns après les autres. Et le théorème, c'est que quand vous avez un objet bizarre, là, un groupe fini simple, eh bien, il est ou bien dans la première série, ou bien dans la deuxième série, ou bien dans l'un des 26 exemples.
Et ça, c'est une démonstration qui a mis 20 ans à une bande de personnes à faire, plusieurs milliers de pages. Il y a eu une révision de la démonstration qui refait encore des milliers de pages. À un moment, ils se sont rendus compte que des objets bizarres, des groupes qui devaient s'appeler quelque chose comme minuscules, n'existent pas, mais pour prouver qu'ils n'existent pas, c'était 1000 pages de plus. Enfin, un truc infernal. Et aujourd'hui, c'est un théorème dont on n'est pas très clair qu'il soit juste ou faux. Enfin, pardon, si, il est vraisemblablement juste, mais c'est pas impossible qu'il y ait une erreur quelque part et qu'il y ait un 27e groupe qui apparaisse, parce qu'on l'aurait raté, mais c'est assez peu probable. L'autre exemple que je vais donner, c'est ce texte de Johannes Kepler sur la forme des flocons de neige, la forme hexagonale, qui était une image qui lui était apparue lorsqu'un flocon de neige lui est tombé sur la manche en allant à la messe de Noël. Et dedans, c'est le premier texte de cristallographie, donc d'études d'empilement régulier, et il pose la question de savoir si cet empilement de boulets de canon est l'empilement le plus efficace possible. C'est celui qu'on appelle cubique à face centrée, qui remplit 74% de l'espace. Et ce qu'a démontré le mathématicien Gauss en 1830, Gauss qui était mathématicien, théoricien des nombres, géomètre, mais astronome de métier, c'était le directeur de l'observatoire de Göttingen, avait montré que c'était le cas si on mettait les sphères régulièrement. Et puis, c'est entre 1992 et 2000 que Thomas Hales et Sam Ferguson ont démontré que c'était bien le cas, avec une démonstration qui fait faire au milieu 100 000 problèmes de programmation linéaire ou non linéaire. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, 100 000 fonctions à optimiser à tel endroit et de vérifier que la plus grande valeur possible est bien plus petite qu'autre chose. C'est des problèmes qui, à chaque fois, ont 100 ou 200 variables, des milliers de contraintes. Et en ce sens-là, c'est une démonstration inhumaine. Et le rapporteur de l'article, qui fait une centaine de pages, qui ne contient pas les calculs, qui ne contient pas les programmes, mais dit « Après ça, je suis sûr à 90% que c'est juste, mais je ne peux pas faire mieux. » Et la petite histoire dit que Hales était extrêmement vexé de ce commentaire. Et vous verrez après comment ça se règle. L'autre aspect, c'est la question des bugs. Je vais aller vite sur ce sujet-là. C'est que les informaticiens ont des difficultés similaires. Ils font des programmes et ils ne sont jamais certains que le programme fait bien ce qu'on a voulu. En fait, ils ont une expérience qui dit que le programme ne fait jamais ce qu'on a voulu. Il y a toujours un bug. Et il y a même des paradigmes de programmation qui disent qu'il ne faut pas insister pour régler tous les bugs parce que le risque est encore plus grand d'en créer un plus embêtant. Alors, malheureusement, les bugs ont des conséquences embêtantes. Si, comme il s'est passé pour Ariane 5, vous essayez de convertir un nombre, une vitesse sur 64 bits, en un nombre sur 16 bits, il y a des risques de dépassement qui se sont produits parce que Ariane 5 allait plus vite qu'Ariane 4. Et après, il y a une succession d'événements qui font que la fusée s'est autodétruite. Et puis, si vous travaillez avec deux groupes de personnes et que vous oubliez de préciser le système d'unité dans lequel vous travaillez, eh bien, vous êtes responsable de l'écrasement de la sonde Mars Climate Orbiter. Et à chaque fois, c'est quelques centaines de millions de dollars. Il reste une minute, alors on va dire comment ce problème d'incertitude des preuves est en train de se résoudre. Et ça, c'est un mouvement qui date des années 50, avec l'apparition des ordinateurs, l'idée qu'avec des ordinateurs, on pourrait vérifier des démonstrations. Aujourd'hui, il y a une quantité de systèmes qui existent, qui coexistent pas très bien d'ailleurs, et qui font que, aujourd'hui, démontrer un théorème, ou en tout cas s'assurer de la certitude d'un théorème, c'est essentiellement écrire un programme, et l'ordinateur vérifie le programme et vous dit c'est bon. En plus, dans les méthodes actuelles, il y a des choses très, très pratiques, comme des passages où vous dites à l'ordinateur de faire le calcul, il fait le calcul et il dit c'est bon. Mais qui vérifie l'ordinateur? Parce que les ordinateurs-là sont soumis au même problème que l'incomplétude de tout à l'heure. Il n'est pas possible d'avoir quelque chose qu'on pourra faire. Et en fait, il n'est pas possible de faire un programme d'ordinateur qui se vérifie lui-même. Alors, il y a quelque chose d'assez efficace que savent faire les informaticiens, on pourrait dire Bootstrap. C'est que vous faites un tout petit programme. Il fait 500 lignes, je crois que dans Coq, il fait 500 lignes.
500 lignes, c'est quelque chose qui est un peu long, mais qu'on peut lire, et on peut le lire attentivement et se convaincre que tout va bien. Et puis, une fois que ce truc existe, on en fait un autre plus gros, mais qui est fabriqué en partie par le premier, et puis de fil en aiguille, on arrive comme ça à faire quelque chose en lequel on peut avoir une grande confiance, parce qu'on a le début, il fallait faire confiance avec ses yeux et son cerveau, mais après, c'est l'ordinateur qui a confiance. Et aujourd'hui, il y a de nombreux théorèmes qui ont déjà été vérifiés, comme les deux que j'ai donnés, les 4 couleurs et la conjecture de Kepler. Et la conjecture de Kepler, c'est Thomas Hales lui-même qui a tenu à le vérifier. Il y a aussi quelque chose qui est important pour les informaticiens, c'est qu'il y a un compilateur C certifié, c'est-à-dire qu'un compilateur qui, lorsque vous mettez un programme C, vous prouve que le programme en langage machine qui a été fabriqué fait exactement ce que vous vouliez. Et ça, c'est pas toujours très clair, parce que le grand jeu des compilateurs, c'est d'optimiser le code. Et si vous optimisez le code en faisant des hypothèses qui ne se produisent pas, vous avez des problèmes. Alors, je pense, ou j'espère même, qu'on va vers une nouvelle alliance entre mathématiciens et informaticiens, qui va être pour plus d'un titre. D'abord parce que l'ordinateur peut pas apprendre, il ne peut pas faire tout seul ce que le mathématicien voit dans sa tête. La traduction de démonstrations telles qu'elles sont écrites dans des textes en code informatique vérifiable, c'est un boulot énorme. Les dates tout à l'heure, Thomas Hales a passé 14 ans de sa vie à convertir sa preuve en preuve formalisée. Et de sa vie, mais de celle d'une dizaine d'étudiants aussi. Le théorème des 4 couleurs, c'est aussi des équipes d'une dizaine de personnes. Donc il va falloir une plus grande ingénierie logicielle, nécessairement, et puis aussi des contacts plus étroits entre informaticiens et mathématiciens. Le lapsus est marrant. Pour qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans la tête des mathématiciens quand ils voient. Et donc à court terme, l'ordinateur va certainement être un outil encore plus utile pour le mathématicien, évidemment pour taper ses textes, pour faire des calculs, mais aussi pour vérifier ses démonstrations.